Isabelle Gagné, salut, ça fait du bien de te voir. Ouais, moi aussi. En 3D, ça fait 1 an qu'on se voit sur nos écrans respectifs. Donc, bienvenue à l'UQAM dans ce décor bucolique. Merci de te prêter au jeu depuis que je l'ai vu. Donc, on est là pour explorer différentes pratiques, à la fois littéraires, aussi du côté des arts numériques. Donc, j'aimerais ça que tu présentes tes différents chapeaux, parce qu'on te connaît aussi sous le nom Miss Pixel, Isabelle Gagné. C'est la même personne, mais 2 facettes différentes de tes activités. Donc, je t'invite à nous présenter tes chapeaux. Oui, bien merci. Merci de m'inviter. Miss Pixel, c'est ma pratique en design graphique. Donc, c'est la fille qui fait de l'illustration, du graphisme. Puis Isabelle Gagné, c'est l'artiste en art numérique. Donc, bien que j'essaie de différencier ces 2 pratiques-là, dans certains projets, la pratique devient croisée. Là. Donc, veux pas, les 2 s'alimentent. Les 2 s'alimentent beaucoup. Ouais. Comment est-ce que tu qualifierais en, disons, 3 mots, si c'est possible, ta pratique artistique numérique? Oui, c'est difficile à dire en 3 mots. Là. Je dirais la photo, le numérique, aussi la poésie, beaucoup, mais la poésie des autres. Mais aussi, je dirais, la déconstruction, parce que j'aime aussi déconstruire pour reconstruire, la réappropriation de certaines choses ou certaines images. Donc, oui, ça. Écoute, on va continuer dans cette vague-là. Tu parlais de la poésie des autres. Oui. Quel poète, quel écrivain présentement ou écrivaine t'allume dernièrement, en particulier? Oui, actuellement, moi, j'ai un gros kick d'amour sur tout ce que fait Maude Veilleux. Donc, depuis je pense que c'est Poème sale qu'elle a fait en 2012, moi, ça m'a vraiment émerveillée, là, tout son type d'écriture puis sa couleur à elle. Donc, ça, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Là. Donc, sinon, autant je vais aimer lire de la poésie en anglais ou de la poésie en français. Donc, actuellement, je te dirais que j'ai comme un kick sur Maude Veilleux, là, mais c'est ça. Si on parlait de photos tout à l'heure, ça, j'ai cru comprendre que tu avais un parcours assez typique quand même. Donc, tu es passé par un DEC en art, un bac en art. Qu'est-ce qui te fait, à un certain moment, bifurquer vers les arts numériques? C'est quoi le moment où tu te dis « Ah, c'est ça que je veux faire ». Oui, c'est vrai que j'ai un parcours typique, mais tu sais, moi, quand j'étais au secondaire, j'ai fait les... tu sais, je suis allée voir le conseiller en orientation, puis j'étais super forte en maths, puis super forte en physique. Mais à cette époque-là, on ne disait pas d'aller en art, puis on ne disait pas... En tout cas, moi, on ne m'a pas dit à moi que je pouvais être ingénieure en aérospatiale, que je pouvais être astronome. On me disait, toi, tu vas être comptable. Tu es bonne là-dedans, tu sais. Fait que finalement, je me suis inscrite au DEC en art, tu sais, parce que j'étais aussi très, très forte en art. Puis ça a été un peu à partir de là où, en fait, j'ai eu un parcours vers les arts plus traditionnels. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas d'ordinateur dans l'enseignement des arts. On appelait ça encore les arts plastiques, tu sais. Aujourd'hui, à l'UQAM, il n'y a plus ça. Là. Le bac en arts plastiques n'existe plus, là, tu sais. Fait que ça a été long avant que je puisse revenir un peu aux sciences, parce que pour moi, le numérique fait un peu partie... c'est de la science en quelque sorte. Donc, j'ai fait mon DEC, je suis allée faire mon bac en art ici, puis à l'époque, c'était aussi très traditionnel, donc avec l'atelier de bois, il n'y avait pas d'atelier de multimédia encore. Puis un prof, c'était Monique Régimbal, elle me dit, dans la pratique que je faisais, elle me dit « Ah, tu as quelque chose d'un peu design graphique, tu sais, dans l'accumulation de ce que tu fais. » je travaillais sur des pucks de hockey, là, mais je pouvais en faire genre des centaines. Là, tu sais, donc, il y avait quelque chose de très proche peut-être du code, là, mais visuel, là. Fait qu'elle m'a dit, le nouveau pavillon de l'UQAM se construit, il ouvre l'année prochaine, tu devrais aller faire ton bac en design graphique. Ils ont des ordinateurs. Fait que moi, j'ai fait comme « Ouh! » Fait que je suis tombée au bac en design graphique, puis c'est là que j'ai commencé à flirter avec l'univers numérique, là, mais là, c'était dans une pratique en design graphique. Donc ensuite, les années ont défilé, tu sais, j'étais plutôt prise avec une pratique traditionnelle qui était insatisfaisante, puis un amour du design graphique parce que j'allais chercher quelque chose, un peu du numérique à travers ça. Puis, c'est là qu'est arrivé le téléphone mobile qui a comme vraiment, je dirais, fait un 360 dans ma pratique. Ouais, ça, c'est un coup de foudre, là. On peut en parler. Ouais. C'est un coup de foudre dont on peut parler. Oui. Moi, quand j'ai eu ça dans les mains, là, je me suis dit, ça n'avait rien à voir avec l'outil de communication parce qu'au début, il faut se ramener en 2007, 2008.
les gens avaient ça, puis on téléphonait, là, on pensait, on se disait, oh mon Dieu, ils ont mis un appareil photo là-dedans, c'était weird au début, c'était pas fait pour ça, tu sais. Mais moi, ce que j'ai vu, c'était vraiment ça, un appareil photo, puis je pouvais me promener partout, puis me géolocaliser. Ouais. C'est là que le coup de foudre est arrivé, puis ça a vraiment changé ma pratique à ce moment-là. Ouais. Donc, au fond, ça a été vraiment ta porte d'entrée dans bon, au fond, un peu dans ce que tu fais encore aujourd'hui. Donc, là, tu as mentionné le GPS, tu as mentionné l'appareil photo. Tu sais. Moi, c'est clair que, bon, on parle de GPS. Pour moi, c'est lié à des développements nouveaux dans l'art. Hein. C'est, on va se réapproprier un dispositif qui, à la base, était purement militaire. Là, on s'entend. Ouais. Et puis, bon, tu sais, dans l'histoire de la réappropriation de GPS par les artistes, bon, on a Masaaki Fujita, donc il a fait le tour du mont Fuji, en fait, pour représenter spatialement le temps. Donc, déjà là, c'était, voici une première expérimentation. C'est quelque chose de tout nouveau. À l'époque, il faut penser qu'on avait un gros pack sur le dos et puis, bon, c'était pas simple. C'était pas dans notre poche. C'était pas... Hein? c'est ça. On n'était pas encore rendu à la miniaturisation. Mais on arrive, c'est ça, en 2007, 2008, 2009, où là, tout ça est accessible dans notre poche. On peut géolocaliser nos photos. Moi, je trouve ça assez intéressant. On a un peu le même on a un parallèle, en fait, en littérature numérique où, là, les écritures numériques sont très, très axées, en fait, sur l'écriture du territoire, sur l'écriture du quotidien. C'est un peu là-dedans que tu trembles quand tu découvres que, on peut se servir justement de l'appareil photo du téléphone, ce qui va pas de soi, on s'entend. Ouais. À ce moment-là, et puis... Comment est-ce que tu te mets à travailler avec ce dispositif-là? Comment est-ce que ça te fait travailler aussi avec les autres? Parce qu'il y a quand même un aspect communautaire, ça reste un outil de communication. J'aimerais ça que tu me parles un peu des débuts, en fait, de ces expérimentations-là. Oui. Bien, les débuts se sont faits sur le territoire, autour d'où j'habite, à Mirabel. Donc, j'ai vraiment investi les terres agricoles de Mirabel avec mon appareil. Géolocalisais les photos que je prenais. Puis c'était très exploratoire au début. Tu sais, je dirais pas que, tu sais, si on compare ce que je faisais au début à aujourd'hui, j'étais vraiment dans un champ d'exercice, d'exploration, de tests, de qu'est-ce que je peux faire avec ça. Tu sais, donc, puis là, il y avait tout autour de ça aussi, tout le travail de John Raffman, là, tu sais, qui se promenait aussi sur le web, sur Google Street View, qui me fascinait. Donc, il y avait toute l'espèce de trucs de géolocalisation. Donc, j'ai commencé à travailler comme ça, puis dans cette année-là, Instagram n'existait pas. Tu sais, il faut se ramener vraiment là. C'est pas si loin, là, mais c'est fou là, en année numérique. Là. Ouais, ça, en temps web, c'est des 800 générations. Ans, là, c'est ça. Fait qu'Instagram n'existait pas, fait que je travaillais avec Flickr. Okay. Fait que, puis, donc, c'est ça. Je travaillais vraiment sur l'espace, sur le territoire à Mirabel, puis je venais géolocaliser les lieux où j'étais, puis j'avais comme des intentions de venir mapper un peu ces lieux-là, là, avant même que Google Street View nous permette, je pense, de téléverser des images de où est-ce qu'on était. Là. Donc, ça, c'était des premières explorations. Puis à travers mes voyages aussi, tu sais, je voyageais dans le monde. Fait que ça aussi, ça faisait partie de tout ça. Et puis, dans l'appareil mobile, au début, bien, il y avait très peu d'applications pour manipuler les images. Donc, ça devenait un exercice en soi d'essayer de transformer l'image. Tu sais, aujourd'hui, c'est intégré à même le téléphone, la modification de l'image. Mais à l'époque, tu sais, la Apple Store, là, pour parler d'une marque, avait très peu d'applications de gestion d'image ou de retouche d'image. Donc, je devais passer par 3, 4, 5, 6 applications pour avoir un résultat. Donc, il y avait quelque chose de très aléatoire là-dedans, mais super cool. Tu sais, je pouvais prendre une application qui était bonne juste pour ça, une autre application qui était bonne juste pour ça. Donc, c'était vraiment exploratoire. Puis, à travers ces événements-là ou ces trucs-là, sur Flickr, bien, je me suis mise à croiser des gens qui, eux aussi, finalement, utilisaient l'appareil mobile comme outil médium de création. Puis, donc, de discuter avec ces gens-là. Puis, c'est là que j'ai croisé Éric Beck, entre autres, de Sherbrooke, qui travaille chez Sporobol, qui est aussi un artiste en art mobile. Puis Sven Buridan aussi. Ouais. Donc, à ce moment-là, bon, c'est un peu la fondation appelons ça un mouvement, en fait, qui est Phonography, et puis le mouvement art mobile. Comment ça se met en place, ça? Donc, il y a eu d'abord le coup de foudre avec le dispositif, puis là, tu as réalisé, en fait, qu'il y avait une communauté qui finalement pratiquait un peu chacun dans son coin. Et puis là, tout d'un coup, il y a un trio qui se met en place. Et puis, vous commencez à expérimenter, notamment avec l'œuvre éphémère Transfert.
Oui. Est-ce que tu pourrais m'en parler un petit peu de ça? Oui. Bien, en fait, juste pour en amont, au début, on avait nommé ça iPhonéographie parce que Android n'existait pas. Ouais. Puis sur la côte ouest américaine, il y avait aussi des artistes là-bas qui utilisaient le téléphone pour créer. Puis c'était un mot qui circulait, au lieu de dire photographie. Bon. Puis rapidement, avec Eric puis Sven, on a décidé de se détacher de la marque puis d'appeler ça le mouvement art mobile. Donc ça, c'était pour nous super important parce que, bon, on ne voulait pas être nécessairement rattaché à une marque. Donc, avec le mouvement art mobile, le MAM, bien, on a créé les premières expositions créées à partir de mobile, puis des événements comme, entre autres, Transfert ou en fait, au Belgo, on avait exposé aussi des premières œuvres créées aussi avec des œuvres mobiles. Donc, Ça, peut-être pour revenir peut-être un peu plus précisément sur Transfert, comment ça s'est passé? Vous avez convoqué des gens en fait, à venir participer à une journée de déambulation et de photographie pour après ça en faire une exposition éphémère, donc un transfert sur papier. Oui, c'était un peu ça. Dans la rue. Ouais. Comment est-ce que tu perçois ton rôle d'artiste dans ce contexte-là, avec une communauté justement qui elle-même est éphémère? Ce jour-là, on se rassemble autour d'une pratique qui semble plus ou moins anodine, au sens où on va faire de la photo et puis après ça, on va travailler ces photos-là avec différents dispositifs numériques, avec la collaboration d'artistes. Puis après ça, on va en dévoiler le résultat la journée même, je crois. Oui, c'est bien c'est ça, oui. Ouais. Donc, comment tu te considères comme artiste à ce moment-là? Parce qu'il y a beaucoup de médiation, beaucoup d'explications, de démarches. Comment est-ce que tu vois ça? C'est là où j'ai comme plusieurs chapeaux, là, parce que, tu sais, avec le MAM, on faisait beaucoup de médiation. On devenait aussi, en quelque sorte, un peu des commissaires ou des curateurs d'un événement. Donc, on venait sélectionner des artistes. Puis moi, même à travers cet événement-là, je participais comme artiste. Pour Transfert, en fait, on faisait référence aux les fameux photo walks là, qui se sont mis à pulluler avec l'arrivée d'Instagram, entre autres. Là. Puis avec c'est ça, ces photo walks-là, les gens se promenaient, prenaient des photos, puis partageaient sur les médias sociaux. Mais là, on avait décidé d'en créer. En fait, tout est éphémère, donc c'était vraiment le début du questionnement sur l'aspect éphémère des médias sociaux, la rapidité avec laquelle on transfère des données. Ouais. Donc, il y avait ça aussi, cet effet-là. Donc, il y avait plusieurs niveaux de lecture sur le mot transfert. Donc, il y avait le transfert de données, il y avait le transfert le transfert de fichiers chez l'imprimeur, le transfert sur le papier, le transfert aussi de connaissances, parce qu'on est un groupe ensemble, puis quelle application tu prends? Moi, je prends celle-là. Ah oui, qu'est-ce que tu fais avec ça? Donc, il y avait toute cette espèce d'aspect-là dans cet événement-là. Et puis, la façon qu'on a fonctionné, c'est qu'on est allé chercher des artistes qui avaient une pratique qui était semblable à la nôtre, là, ou du moins qui sous-entendaient une pratique semblable à la nôtre, qui était assez fou pour embarquer dans un projet comme ça. Et puis, à la fin de la journée, on a affiché ça sur, je pense que c'était Coin-Saint-Laurent à Sainte-Catherine, sur des palissades, puis les gens venaient consulter ces œuvres-là, au lieu de les consulter sur le fil, c'était comme, en fait, c'était linéaire, un peu aussi comme un fil Instagram ou un fil Facebook. Donc à ce moment-là, ça, vous êtes un groupe, vous expérimentez ensemble, on se partage des techniques, etc. Ouais. On fait un peu avec les moyens du bord parce que, comme tu disais tout à l'heure, tout n'était pas encore... dans le téléphone lui-même. Non, c'est ça. Il y a quand même cette question-là de la légitimité de la pratique. À chaque fois qu'il y a un nouveau dispositif qui sort, que ce soit l'appareil photo, on retourne à loin, l'imprimerie, etc. Chaque fois qu'il y a un shift technologique, on dirait même si fondamentalement la pratique ne change pas, si le résultat, entre guillemets, ne change pas profondément, je mets des guillemets, je fais très attention, mais il reste qu'il y a quand même que c'était une pratique relativement nouvelle. Comment c'est les discussions autour de la légitimation, en fait, de cette pratique-là? Je ne sais pas comment ça s'est passé au sein du MAM, mais il reste que, c'est des œuvres éphémères, c'est des œuvres numériques, il n'y a pas nécessairement de lieu comme tel pour exposer encore, du moins, c'est peut-être moins visible. Comment est-ce que est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, c'est plus facile de légitimer cette pratique? Oui, en fait, oui. Je pense que là, on n'a plus vraiment à se battre. Là. La preuve, c'est que je suis capable de
j'expose, puis j'ai une reconnaissance de mon travail aujourd'hui que j'avais pas il y a 10 ans, là, c'est sûr. La problématique qu'on a eue au départ, en fait, puis c'est pourquoi d'ailleurs on s'est rassemblés ensemble pour créer le mouvement Art Mobile, c'est de créer une espèce de force ensemble pour dire, ben oui, ce médium-là est aussi valable qu'un autre, puis on peut faire de l'art. Fait que les problèmes qu'on a eu au départ, c'est que les institutions ou les centres d'artistes ou les lieux d'exposition nous voyaient arriver avec un gadget. T'sais. Il y avait pas les gens n'avaient pas encore la capacité de voir autre chose que ce gadget-là, là, du moins. Puis je pense qu'ils n'avaient aussi peut-être pas accès ou n'avaient pas encore vu de bonnes œuvres qui sortaient de ce médium-là. Donc, c'est sûr que dans tout le flot d'images et de projets qui sont faits avec des téléphones mobiles, si tu vois juste de la crap, mettons, c'est sûr que ça te tente moins peut-être de valider ce médium-là. Puis là, à un moment donné, bien, il y a des œuvres qui sont sorties de ces appareils-là qui ont été remarquées, puis qui ont fait qu'ils ont pu rentrer dans des milieux plus institutionnels. En tout cas, ce mot-là, là. Sais-tu ce mot-là? Institutionnalisé, oui. Yeah! Institutionnellement acceptable. Ouais, celui-là reconnu. avec il y a trop de consonnes avec des S, des T, là. Puis, donc, c'est ça. Fait qu'à partir de là, tu sais, je me souviens, là, la première exposition que j'ai faite dans un lieu d'exposition reconnu, c'est à Shawinigan. Au centre d'exposition à Shawinigan. Et puis, c'était pour nous, c'était comme si on venait là, de défoncer un mur. Là. Ouais. On avait accès enfin à un lieu d'exposition reconnu avec des œuvres qui étaient faites entièrement avec le mobile à ce moment-là. Fait que ça, c'était très, très cool. Puis je dirais qu'à ce moment-là, eux, à Shawinigan, ils ont été un peu précurseur. La personne n'a pas eu peur de mettre ça sur ses murs parce que, bon, c'était pas présenté non plus juste comme... En fait, l'important à ce moment-là, c'était de séparer les médias sociaux et les influenceurs des gens qui utilisent les médias sociaux et de l'appareil mobile et des artistes en art visuel ou en art numérique. Donc, je pense que ce genre d'événement-là a fait en sorte que, OK, oui, là-dessus, il y a des influenceurs. Eux, ils prennent en photo leur déjeuner, là. Puis il y a des gens comme Isabelle, comme Éric Beck ou comme Sven ou comme bien d'autres artistes maintenant qui font autre chose que ça, puis qui utilisent ce médium-là autrement. Donc, fait que le MAM, c'était donner ça comme mission, de faire reconnaître ce médium-là et les artistes qui l'utilisent pour pouvoir justement devant les institutions. Puis à ce moment-là, je dirais que quand le MAM travaillait, il y avait beaucoup plus de reconnaissance en France avec l'IRCAV, puis des gens qui étaient là-bas qui eux, en fait, je trouve qu'ils ont été beaucoup plus éveillés rapidement à ce qu'on faisait qu'ici au Québec. Ouais. Donc, nous, le MAM, on a fait des choses en France avec l'IRCAV puis la Sorbonne avant même de faire des choses ici. Fait que c'est un peu con, là, mais c'est souvent vrai. Non, mais c'est vrai. Puis je veux dire, on remarque la même chose, c'est du côté de la littérature numérique où, ben, hop, il y a eu l'âge d'or des blogs en France pendant un temps. Puis, hop, 4-5 ans plus tard, ben, hop, nous, on vit notre moment où, bon, on a des gens qui sont des fervents blogueurs et puis qui sont reconnus pour leur pratique de blog, etc. Ça a donné beaucoup d'écrivains, d'écrivaines édités d'ailleurs. Ouais. Donc, tu sais, la chaîne, le parcours institutionnel est un peu différent, mais il reste que, je pense que ce décalage-là, on le vit un peu à la même façon puis au même rythme. Parlant d'écriture, vient ce moment où le MAM commence à expérimenter avec des écrivains. Particulièrement, bon, on a travaillé avec Culture pour tous, LQM et le MAM sur Particules ces dernières années. Mais si on remonte avant ça, ben, c'est un projet qui a été initié par le MAM, donc avec 01 MAM 10, ouais. Et puis ensuite Atelier 1903. Qu'est-ce qui, à ce moment-là, on est en 2015-2016, si je ne m'abuse, donc c'est relativement frais, là, relativement récent. Vous approchez Jean-Yves Fréchette et puis Denis Beaulieu pour collaborer à ce projet-là. Comment ça se passe au début? Est-ce que c'est encore là, on est dans un mode expérimental, on se dit on essaie et puis advienne que pourra. Comment est-ce que tout ça se joue? Parce que c'est un projet dont on parle peu maintenant. Bon, Particules est là, c'est le rendez-vous à chaque année, mais il reste que ça commence avec quelque chose qui est à plus petite échelle, mais qui fonctionne déjà bien. Oui. Bien, je veux dire que notre rencontre avec Jean-Yves Fréchette a été extrêmement marquante. Moi, Jean-Yves,
si ça pouvait être mon gourou, là, j'irais dans sa secte. C'est enregistré, hein? Moi, je dis ça comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est Éric Beck, à un moment donné, qui a croisé la pratique de Jean-Yves Fréchette, qui nous l'a présenté. Puis ça a été un coup de foudre absolu là, pour Jean-Yves, parce que Jean-Yves, OK, on connaît l'Institut de littérature, puis tout ce qu'il a fait avec Pierre-Paul Plot, tout ça, mais en amont de ça, là, il y a toute une pratique en art numérique qui est absolument incroyable. Des codes, des bots, il en a fait, lui, déjà, là, depuis des années. Donc, il y avait toujours... Enfin, quand on a rencontré Jean-Yves, il y avait cette folie-là de travailler avec un écrivain qui maîtrisait super bien la littérature, donc la poésie sur Twitter. Puis, en fait, on était dans une période d'effervescence. On faisait beaucoup de projets avec lui. On avait les week-ends d'art mobile qui se faisaient au Musée des Beaux-Arts de Sherbrooke. Donc, puis Jean-Yves faisait des ateliers. Donc, je te dirais pas comment, je sais pas comment cette idée-là avait popé, là, mais il y avait Jean-Yves aussi qui avait écrit un livre que ne soit pas... par le pollen dans l'œil des filles. En fait, je sais pas, tu connais, c'est pas, ne soit pas... là, je me fais attraper avec un titre dont je me souviens pas. On s'excuse, par le pollen Jean-Yves. dans l'œil des filles. Oui, on s'excuse, Jean-Yves. Dans l'œil des filles. Je vais le tweeter pour dire que c'est celui-là que je voulais dire. En fait, il manque une phrase, mais c'est que Blacksmith Pat, qui est Patrick Saint-Hilaire, qui est un photographe qui documente au quotidien sa vie de ferme avec ses 4 filles, qui sont absolument magnifiques et pleines d'expression. C'est un photographe traditionnel en noir et blanc qui fait aussi de la photographie mobile. Partageait sur Twitter des photos de ses filles, en fait, sur tous ses réseaux, puis sur Twitter en même temps. Et Jean-Yves, en cachette, s'est mis à écrire sur ces photos-là. Donc ça, c'est un peu la genèse là, de 01, même 0. Donc, Patrick envoyait des photos sans savoir que Jean-Yves sélectionnait une photo au hasard puis écrivait un poème sur cette photo-là. Donc, Jean-Yves a accumulé, je ne me souviens plus combien de photos. Et là, il est arrivé à Patrick et il dit, garde, j'ai écrit un poème sur chacune de tes photos. Et puis là, ils ont édité un livre là, à l'instant même. Okay. Donc, mais c'est resté comme ça. Puis là, ce projet-là, que je trouvais absolument fabuleux, on s'était dit au MAM, mais si on ramenait ça dans l'effervescence d'un happening live, Jean-Yves écrit un poème, je te réponds en photo, puis on a une conversation comme ça. Donc, 01, MAM 10 est arrivé comme ça. Donc, spontanément comme ça. Puis là, Jean-Yves, j'ai dit à Jean-Yves, est-ce que tu connais d'autres mondes? Le Beaulieu est arrivé. Donc, et toute cette gang-là s'est annexée. On était très peu. Je pense qu'on était 10 poètes, 10 artistes en art visuel, même pas. Donc, puis c'était cool. C'était vraiment cool. C'est assez intéressant, ça, parce qu'on on a l'impression... Tu étais là, je pense, aussi à la première édition. À la toute première édition. Il y avait Yann Saint-Onge aussi, me semble. Yann était présent. Yann Saint-Onge était présent, mais moi, je pense que je n'étais pas encore tout à fait inclus dans ce cercle-là. Ouais, je regardais de loin, puis je n'osais pas me commettre, je crois. Je pense aussi que c'est en même temps que je déposais ma thèse. Donc Ah oui, c'est ça. J'avais les idées un peu ailleurs. Mais il reste que c'est quand même intéressant où il y a des communautés comme ça qui se créent. Sans que ce soit, frontal, entre guillemets. C'est, il y a quelque chose qui m'intéresse, je vais me le réapproprier, je vais le détourner, je vais, me mettre ça à la main de ma pratique. Et puis après ça, il y a des collaborations il y a une sociabilité numérique qui fait en sorte que, ça donne des œuvres. Et puis c'est extrêmement intéressant. Puis ça se crée pas dans l'immédiat. C'est pas comme dans le face-à-face. On est toujours un petit peu décalé par rapport à... au temps de la publication premier. Donc, je trouve ça quand même assez intéressant d'avoir accès à cette petite pépite-là, parce qu'on n'en parle pas. Comment est-ce que ça émerge? Des fois, c'est un peu le fruit du hasard, et puis par réseau interposé, on finit par se retrouver. Tu évoquais les bots, j'aimerais ça qu'on aille tranquillement vers tes plus récents projets, parce que, tu as quelques Twitter bots qui flottent comme ça sur Twitter, évidemment, mais tu as eu quand même des projets de relativement grande envergure. Je pense à Stratotype Digitalien, je pense à Hector, je pense à Prospect. Peut-être aller vers Prospect, puis Hector, au sens où il y a intégration de texte à l'intérieur de ces bots-là. Il y a un très fort rapport au paysage,
à la communauté. Hein. Je veux dire, moi, je trouve que c'est les fondations même de ta pratique. Bien que tu sois là comme artiste, comment dire, tu crées un maillage, en fait, communautaire. Ça, je pense que c'est important de penser ça comme comment dire, l'œuvre comme lieu de rassemblement, ou du moins comme moyen de rassemblement d'une communauté. Prospect, comment ça se passe avec les archives et tout ça? Ça vient d'où, cette idée-là? Mais Prospect, d'ailleurs, j'ai fêté ces 2 ans d'autonomie, je pense, il y a 2 semaines à peu près, où donc il était mis en ligne il y a 2 ans, puis il fonctionne à tous les jours, il crée 2 œuvres. En fait, c'est sûr que si je parle de Prospect, en amont, en fait, tout a commencé avec Stratotype Digitalien, qui est un bot qui remixe le paysage. Donc, l'idée, c'était, j'avais envie d'infiltrer les résultats de recherche de Google Images avec mes propres images. Donc, c'est une espèce de détournement là aussi, tu sais. Et tout ça, en fait, si on remonte même dans l'historique de ça, là, ça revient du moment où, au début, quand j'avais mon téléphone mobile dans les mains, puis que je prenais une photo dans les champs de Mirabel, puis je me géolocalisais, puis je prenais ces photos-là, je les partageais. Puis aujourd'hui, si je retourne à ce lieu-là, bien, c'est un Walmart, Esther. Donc, là, j'ai eu toute cette espèce de conscience-là où le patrimoine paysager, bien, il s'effrite. On le perd de vue, on en perd ses traces. Donc, Stratotype Digitalien vient de là. Donc, c'était l'idée vraiment de remettre dans les résultats de recherche des photos de paysages qui sont remixées par un robot. Donc, à partir, je dirais, du squelette de Stratotype, j'ai créé Prospect. Donc, toute l'histoire, toute la recherche du patrimoine m'intéressait, mais au-delà de ça, il y avait tout le patrimoine, le mot patrimoine, en fait, le patrimoine vivant, le patrimoine qu'on trouve sur le web aussi. Donc, toutes ces images d'archives-là m'intéressaient beaucoup. J'ai réalisé que les institutions ont des grandes banques d'images numériques, que très peu de gens vont s'en servir. Puis souvent, on n'a pas nécessairement les droits de les choisir, puis ils font un effort monumental pour essayer de numériser leurs archives. Puis rendu là, c'est comme, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Tu sais, combien de fois tu es allé chercher ou fouiller des archives de la BANQ, je sais pas, tu sais, les gens vont là assez rarement, là, c'est comme un coin perdu, je dirais, de l'UQAM, là. C'est comme un lieu où tu es comme, ah, mon Dieu, c'est vrai, ça existe cette affaire-là, il y a plein de documents, puis on s'en sert pas. Donc, j'avais envie, un peu comme j'avais fait dans Stratotype, de venir remettre à la surface des résultats de recherche ces images d'archives-là. Donc, j'ai contacté... en fait, j'étais allée voir avant... Tu sais, j'aurais pu faire ça sans contacter le musée ou sans demander de permission, là, parce qu'il y a toujours moyen d'aller détourner ces photos-là. Mais le musée McCord m'a accepté de me donner un accès à leur banque d'archives photographiques qui était, je dirais, qui avait des droits qui étaient libres ou qui me permettaient d'être utilisés. Donc, à partir de là, l'idée, c'était vraiment de comparer nos archives photographiques avec les archives qui sont mondialement disponibles sur le web. Donc, il y a une espèce de remix, de mash-up qui est fait en recherche d'images inversées à partir de ce robot-là. Donc, c'est sûr qu'on parlait du patrimoine, je parle des archives, on parle du passé, tout ça. Et puis, je trouvais que mes images étaient extrêmement poétiques, mais j'ai un amour des mots, j'ai un amour de la poésie, j'ai un amour... En fait, j'adore lire de la poésie. Et puis, j'ai eu envie de confronter, je dirais, ces images-là au même principe de mash-up, mais poétique, avec des lignes qui seront, en fait, des vers qui ont été écrites pour ce projet-là. Donc, c'est là que j'ai demandé à Stéphane Archambault de m'écrire des vers qui sont rentrés dans un bot, qui sont remixés à chaque jour, justement, et qui accompagnent aléatoirement ces images-là. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est que d'une part, lui, il s'est inspiré, je dirais, des archives du musée McCord pour composer... je dirais une centaine de vers. Puis d'autre part, on sait pas à tous les jours qu'est-ce qui va être mis ensemble. Donc des fois, ça fonctionne pas, des fois, ça fonctionne. Puis il y a eu tout un travail aussi d'écriture de sa part. Donc c'était une nouvelle forme d'écriture pour lui. Donc parce qu'en fait, il y a 4 phrases dans le poème. Chaque phrase
doivent fonctionner l'une avec l'autre. Là. Donc, il y avait toute une façon de penser d'écriture auquel il n'avait jamais testé. Puis, en même temps, il fallait qu'il y avait quand même un lien avec mon projet. Donc, je n'ai pas commandé des mots, mais donc, en fait, c'est le même que c'est arrivé. Puis, les deux se sont symbiosés. Là, c'est ça, donc il n'y avait pas accès, en fait, au résultat final parce que c'était pour se générer au il y avait accès à mes maquettes, je te dirais, ouais, là, okay. Un peu ce que ça donnerait. J'avais expliqué la genèse du projet, comment le bot fonctionnait. Ouais. Mais sinon, en fait, il n'y avait pas... Non, c'est ça, il n'a pas écrit sur des images finalisées par le bot. Mm-hmm. Il écrit sur une idée, là. Ouais. Et puis, à travers tout ça, il y a Paul Gascou-Vaillancourt, qui est le développeur avec qui tu travailles depuis de nombreuses années, qui arrive en fait à mettre en forme, comment dire, à rendre possible tes projets essentiellement, parce que bon, ça demande des capacités techniques particulières. Oui, Paul est assez exceptionnel parce qu'il y a une sensibilité aux arts qui fait que on est capable avec lui, je suis capable avec lui mettons, de lui dire, de me rendre à un certain point, puis de lui dire, bien, l'œuvre, je la vois comme ça, puis il me saisit bien. Donc, Paul, c'est vraiment un super allié, là. Ouais. Tu poursuis ta collaboration avec Paul dans le cadre de différents projets, notamment Hector, qui se passait, en fait, qui est axé sur le village de Saint-Camille. Oui, ça, c'est un beau projet, Hector. C'est un projet qui est en fait une commande d'œuvre dans le cadre du Festival Immédiat. Qui est mise en place par Sporobol. Mm-hmm. Puis, donc, c'était dans le village de Saint-Camille, qui est en Estrie. Dans ce projet-là, spécifiquement, j'ai travaillé avec Paul, mais j'ai travaillé aussi avec le Hub numérique de l'Estrie, qui est, en fait, je pensais 01 Hub numérique de l'Estrie, avec Olivier Ross, qui est un super organisme là, qui aide les artistes justement à créer des œuvres numériques. En fait, quand on a des nœuds, là, eux, là, ils sont capables de défaire ces nœuds-là. Puis là, c'est ça. En fait, l'idée, c'était de travailler avec les citoyens sur place puis de créer une œuvre numérique. Donc, il y avait sous le thème de surveillance. En fait, c'était le grand thème du festival. Donc, j'ai créé une cabine qui était directement positionnée au Petit Bonheur de Saint-Camille, qui est un lieu... une petite salle de spectacle, salle de rencontre communautaire. Puis, en fait, j'ai fait même une résidence d'artiste au Petit Bonheur. J'étais là pendant un mois de temps à parler aux citoyens, à prendre des photos. Bref, en amont de la cabine, là, si je fais juste un travail en amont de ça, il y a une résidence d'artiste où j'ai accumulé à peu près 1000 photos. En fait, j'ai documenté Saint-Camille. Donc, les terres, les paysages. Donc, on revient à ça, à tous les paysages agricoles, tous les lieux de Saint-Camille. J'ai aussi découvert le poète Gaston Gouin, qui était originaire de Saint-Camille, parce qu'en fait, je fais toujours un travail d'archives, je vais toujours voir ce qui se passe, ce qui s'est passé. Je vais toujours voir les archives d'une ville. Puis là, il y a Gaston Gouin, qui est un poète qui était natif de Saint-Camille, qui a écrit Gilles de Noir, entre autres, puis un autre livre que je me souviens plus, là, j'ai comme une mémoire de Nemo. Temps au but, c'est ça? Temps au but, c'est ça. Puis, en fait, c'est des plaquettes, là, mais j'ai lu ça, puis c'était super percutant, tu sais, là. Puis là, j'étais comme, oh my God! Puis là, je me suis mis à chercher sur le web des trucs sur lui. Rien. Il n'y a absolument rien. Je me dis, comment ça se fait que quelqu'un... qui était de l'époque, une époque très... d'ébullition culturelle. Oui, il était de ce moment-là. Il a participé à plein de trucs. Ouais. Puis, on ne parle pas de lui sur le web. Il y a très peu de choses sur lui. Fait que là, je me suis dit, je vais l'intégrer dans mon projet. Puis comme ça, je vais créer une nouvelle archive de Gaston Gouin sur le web. Donc, j'ai pris Gilles de Noir puis Temps au but et j'ai fragmenté son livre et je suis allée chercher des strates de ses textes. Puis j'ai créé un bot aussi avec ses textes à lui. Et en parallèle de ça, j'avais mes images de paysages et j'ai construit une cabine sur le terrain du Petit Bonheur avec des caméras de surveillance. Donc, dès que les gens rentraient dans la cabine, la caméra de surveillance est activée et le bot prenait une photo dans un temps déterminé de la personne qui était dans la cabine. Donc, c'est un peu le principe du photomaton, sauf que c'est pas toi qui décides quand la photo est prise. Oui, c'est des caméras de chasse, là, on s'entend. Oui, là, ça, des caméras de surveillance. C'est pas une caméra très, très précise. Fait que, donc, j'avais
Donc, le projet Hectare part de 3 sources. Donc, la photo qui est prise dans la cabine, mais au-dessus de 1000 photos de paysages de Saint-Camille, plus j'avais reçu aussi des photos de paysages de la part des citoyens de Saint-Camille et les textes de Gaston Gouin. Donc, Hectare est un gros bot qui vient faire tout un mash-up de tout ça. Donc, il y a eu un travail en intelligence artificielle. Là, c'est la première fois que je travaille avec le traitement neural aussi. Donc, l'image, la photographie des citoyens et l'image du paysage sont symbiosés ensemble pour créer une nouvelle image. Donc, si toi, tu rentres dans la cabine puis il y a une photo de paysage qui se symbiose ensemble, je ne te reconnais pas dans ma photo. Mais la texture de ta photo est à l'intérieur de ma photo de paysage. Donc, tout l'ADN de ton autoportrait pris par la cabine se retrouve dans la photo de paysage. Donc, ça donne un effet un peu de peinture, je dirais, là. Et je suis venue, en fait, c'est la première fois que je venais vraiment coller du texte à l'intérieur de l'image. Dans Prospect, le texte accompagne l'image. Dans les bots que je fais aussi, bon, les textes sont en marge souvent du visuel, même avec particules. Les textes ne sont pas dans l'image, mais accompagnent l'image. Mais dans Hectare, le texte de Gaston Gouin est vraiment imprégné dans l'image. Ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau que j'avais fait dans ce projet-là. Donc, je trouvais ça encore plus important parce que cette image-là, au bout du compte, si on regarde son ADN, elle est faite à partir de mes images à moi, des images des citoyens, d'une capture d'un portrait d'un citoyen, et puis des vers de Gaston Gouin. Donc, tous ces pixels-là là, sont très, très... Tu sais, c'est comme 100% Saint-Camille. Donc, c'est super intéressant parce que tu vois, moi, avant que je fasse la rencontre d'Hectare, je connaissais pas le poète Gaston Gouin, c'est fou. Hein? Puis j'ai appris aussi, en allant fouiner sur Wikipédia, qu'il y avait un prix qui était décerné, le prix Gaston Gouin, qui n'est pas décerné depuis un certain nombre d'années. Et donc, ce que je trouve assez intéressant de cette démarche-là, c'est qu'à la fois, tu revalorise en fait des paysages auxquels on n'a pas accès dans le quotidien parce qu'on ne vit pas à Saint-Camille. Je veux dire, je ne connais pas le village. Moi, ça m'a permis en fait de savoir un peu, OK, c'est quoi la vie du village? Parce que tu alimentais aussi une page Facebook, en fait. Oui, en fait, j'ai documenté ça au quotidien à cause de la résidence et tout ça. Là. Puis, tu sais, il y a des rencontres qui se sont faites, puis il y a des gens qui ont vraiment été attachés à Hectare. Tu sais, je l'ai nommé, en fait, j'ai fait exprès pour lui donner un nom qui ressemble à un prénom, là. Parce que Hectare, en fait, c'est un jeu de mots avec le mot hectare, parce que c'est vraiment des terres agricoles. Puis, mais les gens me parlaient d'Hectare comme si c'était vraiment... C'était quelqu'un. C'était quelqu'un, c'est ça. Il y a des gens qui allaient le visiter quotidiennement, donc qui allaient le visiter au quotidien pour créer une nouvelle œuvre à partir de leur photo. Donc, qui allaient dans la cabine au quotidien. Et puis, tu sais, moi, je le nommais le maire du village. Je disais, c'est notre premier citoyen numérique. Tu sais, là. Donc, tu sais, il y a eu un attachement par rapport à ça. Et puis, je pense que c'est l'année passée, c'était les 50 ans d'anniversaire du décès de Gaston Gouin aussi. Donc, c'est drôle que tout a bien tombé, tu sais, là. Puis, j'ai comme l'impression que là, Gaston Gouin est un peu plus présent dans la mémoire des gens, pas grâce à Hectare, peut-être pas nécessairement que grâce à moi, là, mais en tout cas, tu sais, je trouve qu'il y a énormément, autant de poètes que d'artistes comme ça qui sont oubliés, qui sont dans des archives, qui ne sont pas encore numérisées, puis on n'a pas accès à ça, là, puis c'est un peu, je dirais, mon côté activiste tranquille, là, tu sais, au niveau du paysage, puis au niveau des archives qui sont oubliées, auxquelles on n'a pas accès comme citoyen, là. Tu sais, ça a tout pris avant que je puisse mettre la main sur Gilles Lenoir. Il a fallu que je le commande d'un vieux libraire en Ontario. Il n'y avait aucune copie, ça, au Québec, tu sais, là. C'est complètement débile. Pareil. C'est ça. Donc, tu sais, ce que je retire de notre discussion, tu sais, je veux dire, on parle d'art numérique, on pense que c'est pas matériel, que ça flotte comme ça sur le web, sauf que ça, mine de rien, ça crée du lieu, ça crée du lien. Je pense que c'est d'autant plus d'actualité que là, on subit des transformations culturelles assez importantes, oui, dues à la pandémie. Là, on espère s'en sortir d'ici la fin de l'année. Tu sais, ce que je trouve admirable dans ta démarche, c'est que tu te focuses sur un lieu et puis tu essaies justement de créer un maillage qui crée du sens, ou du moins qui ramène un sens qui est... du moins une importance qui est un peu oubliée, en fait, par rapport à nos lieux, par rapport à ce qui est écrit, ce qui est peint, photographié, par rapport à nos lieux quotidiens qu'on connaît, somme toute, assez mal, je trouve. Puis
comment dire, cet art-là accidentel, hein, pour paraphraser, comment dire, l'art est un geste accidentel. Oui. Je crois que c'est ça la citation de Gaston Gouin que tu mettais. J'aime tellement ça. Ouais. Mais c'est tout à fait à l'image, en fait, je trouve, de beaucoup d'œuvres numériques qui font une proposition qui est un peu hors du contrôle de l'artiste, où comment dire, il y a des conditions de réception de l'œuvre qui sont changeantes, en fait, au quotidien, parce qu'on ne sait jamais tout à fait à quoi on va avoir affaire, même si on connaît le concept, même si on connaît bien l'artiste ou quelle est l'origine des textes et qui se retrouvent mêlés. Je trouve que c'est une belle façon, en fait, de réactualiser notre regard sur les lieux qu'on habite. Puis peut-être pour terminer, en fait, sur la suite des choses de ton côté, tu m'as dit, bon, pendant la dernière année, tu as replongé dans un projet que tu couvres depuis quelques années. 2 ans, 3 ans. Oui, donc encore là sur Mirabel. Oui, l'expropriation des terres de Mirabel, oui. Ouais. C'est un projet qui me tient tellement à cœur parce que, en fait, moi où j'habite, je vis sur une terre où les gens, à la base, en fait, une terre qui a été expropriée pour la construction de l'aéroport de Mirabel. Donc, l'aéroport a un certain périmètre. Puis, ils ont exproprié énormément de terre pour construire cet aéroport-là. Et quand tu compares ça aux autres expropriations, aux autres constructions d'aéroports à la même époque, c'était beaucoup trop grand. Donc, il y a des familles qui ont été déracinées de leurs terres agricoles qui habitaient depuis des années et des années. Donc, le gouvernement a racheté ces terres-là. Il a fallu qu'ils déménagent. Et il y a des gens qui sont encore vivants de cette expropriation-là, qui sont encore profondément cicatrisés. Donc, tout ce mouvement de population-là qu'il y a eu à Mirabel a été extrêmement douloureux pour beaucoup de monde. On se souvient que ça avait levé vraiment beaucoup de contestations. À cette époque-là, l'aéroport s'est construit, bon, ça fonctionnait, pouf, on la ferme. On a fermé cet aéroport-là, on a exproprié des gens, et là, doucement, il y a on rétrocède ces terres-là, dont une des raisons pour laquelle j'habite une maison qui est sur une des terres qui a été rétrocédée. Donc, toute cette histoire-là m'intéressait, puis je me suis mise aussi à chercher, parce que c'est mon environnement au quotidien, la mémoire de cette histoire-là ou de ces paysages-là et de ces maisons-là sur le web. Et puis encore une fois, je trouverais presque rien. Je ne sais pas s'il y a eu un devoir, est-ce qu'il y a eu un travail, je ne veux pas rentrer, je ne suis pas du gouvernement pour ne pas trop parler de ça, mais déjà même dans le politique à Mirabel, on peut pas trop parler d'expropriation, ça ne leur tente pas de parler trop de ça. Puis pourtant, je trouve qu'il faut en parler. C'est quelque chose auquel il faut parler. Donc ce projet-là va vraiment aller chercher des archives photographiques, des archives aussi vidéo de ce moment-là que je vais encore détourner. Mais là, il n'y aura pas de bot. Ça va être vraiment plus une œuvre numérique à consulter comme si sur le web. Et puis, il y a les mots de Marie-Ève Bouchard, une poète que j'adore, là, qui habite les Laurentides, à Saint-Jérôme. Meb, elle travaille sur toutes sortes de formats, je trouve, au niveau de la littérature. C'est elle qui a fait Ariadne, je sais pas, entre autres. Là, donc, elle fait des choses super intéressantes. Donc, elle m'a écrit quelques poèmes pour intégrer dans mon œuvre qui sont inspirés vraiment du projet. Là. Elle avait comme la genèse du projet, elle aussi. Puis je lui ai dit, écoute, je te laisse libre, là, écris-moi sur... puis moi, je vais intégrer ça dans mes œuvres. Puis j'ai aussi des œuvres sonores d'Isabelle Bédard. Donc, ça va être vraiment... En fait, je pourrais dire que c'est une œuvre que je vais créer, là, mais c'est une collaboration avec aussi ces 2 autres artistes là, qui habitent les Laurentides. Donc, c'est vraiment aussi très territorial. Là. Ça vient avec des artistes de mon coin. Puis juste pour parler du paysage aussi, je suis en train, en parallèle à ça, je travaille à un projet qui s'appelle Localiser le possible, là, qui est mon projet chouchou aussi, qui est... en fait, j'aimerais ça qu'on documente encore plus tous les paysages d'hiver du Québec. Puis là, ce que je suis en train de faire, moi-même, j'ai à peu près 5000 photos d'accumulées depuis les 10 000 dernières années. Puis quand je dis de photos, là, on ne parle pas toutes des photos National Geographic. Là. Il y a genre, il y a de quoi, puis je le prends, la photo est plus ou moins bonne. Là. C'était vraiment de la documentation que j'ai. Et j'ai mis ça dans un système d'apprentissage là, pour créer des faux paysages d'hiver du Québec. Donc, ça aussi, c'est un projet que j'ai un devoir de mémoire de notre paysage. Donc, je me dis, si un jour, l'hiver n'existe plus, ce robot-là,
en fait, cette intelligence artificielle-là va pouvoir nous recréer encore au quotidien des paysages d'hiver. C'est fascinant. J'ai hâte de voir la suite des choses. Oui. Écoute, Isabelle, merci infiniment pour tes réponses généreuses, pour ton activisme tranquille. Je trouve que la formule est tout à fait à l'image de ce que tu es, de la personne que tu es. Je veux dire, c'est ça. Je veux dire, on a accès à tes œuvres, mais aussi on a accès à tout ce qui est derrière. On a accès au code. Oui. Ça, je trouve ça extrêmement important aussi, le open source. Je pense comment dire, ça devrait être la voie empruntée. Mais bon, il y a différentes écoles. Il y a différentes écoles. Merci pour cette générosité-là, parce que ça nous donne toujours accès aux coulisses. Bon, il y a Paul, évidemment, qui a cette générosité-là de donner accès. Il accepte dans le même esprit que moi de partager les codes. Ouais. Et puis ça, je pense que c'est particulièrement important au sens où ça pave la voie à d'autres artistes, des plus jeunes là, qui veulent essayer de s'y mettre, mais qui se disent, bon, OK, où est-ce que je commence? Mais je pense que ça commence avec justement cette documentation-là, oui, d'une part du paysage, mais aussi de comment est-ce qu'on remixe le paysage, comment est-ce qu'on le revalorise, comment est-ce qu'on peut, justement, à travers des œuvres qui sont, oui, éphémères et dont la pérennisation n'est pas toujours évidente. On reste quand même dans le domaine du numérique. Oui. Mais je crois que c'est par le biais d'initiatives comme ça qui sont axées sur les communautés, les collectivités à qui ça parle, qu'on va arriver justement à mettre en place justement des structures institutionnelles qui nous permettent de faire en sorte qu'on ne perde pas cette mémoire-là. Je pense que ça fonde quand même ta pratique en cette crainte-là de l'oubli. Oui, en fait, cette espèce de devoir de mémoire-là, qu'on dirait que je me suis donné comme dans mon activisme tranquille, le devoir de mémoire, puis aussi, surtout, en tout cas, d'avoir accès à ces archives-là. Je trouve qu'il y a tellement de... Je sais que c'est un travail extrêmement difficile pour les archivistes de numériser tout ça. C'est un travail très long, puis que ces archives-là, en fait, qu'ils soient disponibles en données ouvertes, là, ça serait comme... Parce qu'on a accès à des archives dans les musées, mais souvent, ils ont des droits restreints, ou même au BAC, là, à la Bibliothèque Archives Canada, ou à la BANQ. Il y a juste une section de leurs archives qui est en données libres, là, où on peut accéder puis que je peux travailler avec ça. C'est plate, tu sais. Pourquoi on n'a pas accès à ce patrimoine-là qui est un peu... qui est notre patrimoine à nous. Donc, c'est ça, oui. Si je pourrais dire, ça pouvait être mon petit rêve, là, que tout ça soit disponible libre de droit, en droits ouverts. Ouais. Et ça, c'est du contenu pour une autre discussion de longue haleine. Hey, merci beaucoup, Isabelle. Ça a été un plaisir. Merci, Benoît. C'était cool.